Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anne Brunira, bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée de Lyon et pour commencer l'année, vous faites une proposition de loi pour réformer le mode de scrutin à la métropole et qui propose notamment de prolonger de 2 ans le mandat de Bruno Bernard. On a déduit du coup qu'il n'y a pas d'urgence à remplacer les écologistes à la tête de la métropole. Alors je ne présenterai pas ma proposition de loi de cette façon. C'est une proposition de loi qui a pour ambition de simplifier en fait l'élection à la métropole de Lyon. Vous savez, la première élection a eu lieu en 2020 et elle a été relativement compliquée pour les électeurs parce qu'aujourd'hui l'élection est répartie en 14 circonscriptions qui ne correspondent pas à une réalité pour les habitants et une réalité de vie. Par exemple, dans ma circonscription, le 3e arrondissement est découpé en deux, entre 2 circonscriptions. On a des circonscriptions avec 7 candidats, d'autres avec 14. Ce découpage est particulièrement difficile à appréhender. Et donc, ma proposition principale, c'est de faire une seule liste de 150 conseillers métropolitains qui permettra de plus, d'avoir une réelle parité, de représenter tous les territoires de la métropole sur cette liste et de proposer donc aux électeurs une tête de liste et une liste de façon tout à fait transparente. Mais effet secondaire de prolonger de 2 ans le mandat de Bruno Bernard à la tête Alors, de la c'est l'autre métropole. proposition. En fait, il y a 2 propositions. Une liste de 150 noms avec une prime majoritaire à 25% pour faire une meilleure proportionnelle dans le Conseil métropolitain. Et la deuxième proposition, elle, qui est de en fait, décaler le scrutin pour l'organiser non pas en même temps que les élections municipales, ce qui a eu lieu en 2020, mais en même temps que les élections départementales. Pourquoi je fais cette proposition? Parce que la métropole de Lyon, aujourd'hui, elle a toutes les compétences d'un département, qui sont des compétences extrêmement importantes, des compétences sociales, notamment le handicap, qui est un sujet très important en ce qui me concerne dans ma circonscription. Et le fait de placer l'élection de la métropole au moment des départementales rappellerait que cette collectivité a un statut particulier et que ce n'est pas et qu'elle ne soit pas gommée par l'élection municipale, ce qui a été le cas en 2020. On a assez peu parlé des enjeux métropolitains, beaucoup plus des enjeux municipaux. Une arrière-pensée électorale, on pressent que pour Grégory Doucet, il sera difficile à battre aux prochaines municipales pour vous. En séparant les 2 scrutins, vous imaginez avoir plus de chances aux métropolitaines? Alors non, il n'y a pas d'arrière-pensée électorale. Alors je ne suis plus élue métropolitaine, je n'envisage pas de me représenter aux élections métropolitaines. C'est vraiment Moi, je considère, et d'ailleurs le rapport du Sénat qui est sorti il n'y a pas longtemps dit un peu la même chose, que la métropole de Lyon, qui est vraiment une collectivité territoriale très particulière, d'ailleurs je siège à la délégation aux collectivités territoriales à l'Assemblée nationale et souvent j'explique à mes collègues députés ce qu'est la métropole de Lyon. Elle n'est pas encore terminée, elle doit encore être améliorée et je pense que la réforme de ce mode de scrutin est nécessaire, mais d'autres améliorations sont aussi nécessaires pour améliorer la place des maires dans la métropole et pour mieux faire connaître la métropole aux Grands Lyonnais qui la connaissent assez peu encore. Un mot sur l'actualité à la ville de Lyon, qui est la hausse des impôts sur la taxe foncière, pour compenser l'inflation, notamment le prix de l'énergie. La facture va augmenter de 30 millions d'euros pour la ville de Lyon cette année. C'est comme ça que justifie Grégory Doucet. Justifie aussi par le fait que les dotations de l'État qui ont augmenté cette année n'ont pas augmenté autant que l'inflation et qui doit bien aller combler le manque en augmentant les impôts. Moi, je suis très opposée à cette hausse de la taxe foncière. Je trouve que c'est une solution de facilité qu'a trouvé là le maire de Lyon, qu'il aurait dû plus travailler. Moi, je me souviens, lorsque j'étais adjointe à l'éducation, le plan marge de manœuvre, on a fait 40 millions d'économies à l'époque et on a réfléchi et on a cherché. C'est beaucoup d'écoles que vous n'avez pas rénovées. Et qui sont aujourd'hui à rénover. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est le discours de Grégory Doucet. Je peux vous dire qu'on avait un budget d'investissement très important, qu'on a même augmenté en cours de mandat avec Gérard Collomb. Donc ça, c'est la petite musique de Grégory Doucet qui veut faire croire qu'il n'y a que lui qui rénove les écoles. Ça, c'est complètement faux. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles à rénover encore aujourd'hui. Oui, mais il y a beaucoup d'écoles à Lyon. On a des écoles qui datent de Jules Ferry, donc c'est normal qu'elles soient rénovées. Et c'est normal qu'on fasse une rénovation énergétique pour des bâtiments qui ont plus de 100 ans. Simplement, c'est des choix. Être maire, c'est faire des choix budgétaires. Et le choix de tout de suite augmenter les impôts, c'est un choix extrêmement facile, très douloureux pour, en l'occurrence, les propriétaires. Et en plus, moi, je trouve ça très contradictoire à un moment où nous luttons contre les passoires thermiques, où nous demandons à la fois aux collectivités, mais aussi aux particuliers, de faire des travaux de rénovation énergétique, d'augmenter la taxe foncière, au lieu de les inciter à rénover leurs appartements, leurs maisons,
que ce soit ceux qu'ils occupent ou qu'ils les mettent en location, puisque vous le savez, bientôt, les passoires thermiques ne pourront plus être louées. Donc c'est complètement contradictoire avec les ambitions écologiques et c'est extrêmement facile de faire une hausse, et puis de 9%, enfin c'est énorme. Moi je ne comprends pas ce choix et je le combats. Un mot sur les relations entre l'État et la ville de Lyon, notamment en 2022. On a beaucoup parlé des relations entre le maire de Lyon et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui ont été assez tendues. Grégory Doucet est revenu à ce sujet au Club de la Presse hier à l'occasion des vœux, en disant qu'il attendait toujours que Gérald Darmanin revienne à Lyon, et surtout qu'il précise les chiffres des fonctionnaires de police mis à disposition de la ville de Lyon, puisqu'il avait annoncé des augmentations d'effectifs. Il en demande la confirmation et ça fait trois fois qu'il lui pose la question sans avoir de réponse. Oui, ça c'est le discours de Grégory Doucet sur le sujet des forces de police. Je suis allée le rencontrer il y a quelque temps pour parler de la sécurité dans ma circonscription et notamment demander des caméras de vidéoprotection que demandent les habitants. Et nous avons un maire qui s'y oppose de manière tout à fait idéologique. Moi, ce que je constate dans ce dialogue... Mieux des caméras que des policiers nationaux, pour vous? Mais il faut les deux. Enfin, la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité globale, c'est un tout. C'est de la police nationale, c'est de la police municipale, c'est même aussi parfois dans certains endroits ou certains événements de la sécurité privée. Ce sont des caméras de vidéoprotection qui permettent d'accélérer sur les enquêtes, notamment les enquêtes de cambriolage ou d'agression dans la rue, comme nous en avons hélas parfois dans la circonscription. Pour moi, la sécurité, on ne peut pas faire d'idéologie sur la sécurité. Nos habitants ont besoin de sécurité, il faut les écouter, il faut trouver les solutions. Moi, je vois que Grégory Doucet est complètement sourd aux demandes de la population et que, d'autre part, il est incapable de travailler en partenariat avec qui que ce soit. Là, en l'occurrence, vous parlez de Gérald Darmanin, mais moi, je vois que la majorité à l'Assemblée, comme le gouvernement, cherche à travailler avec tous les élus locaux, que ce soit les régions, les départements, les communes, et que nous avons, hélas, à la mairie de Lyon, un maire qui ne sait pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas de sa couleur politique. Vous trouvez que Gérald Darmanin, quand il est venu à Lyon, qu'il est allé à la Guillotière, qu'il est allé un peu provoquer les écologistes à la ville de Lyon en leur disant qu'ils n'étaient pas bons sur les questions de la sécurité, donnait l'impression de vouloir travailler avec eux? Gérald Darmanin a toujours cherché à travailler avec la ville de Lyon. Simplement, il a eu des réponses de la part du maire de Lyon, assez uniques, je crois, en France, parce qu'il y a... Je ne connais pas d'autres maires en fait, qui a refusé de rencontrer le ministre de l'Intérieur lorsqu'il est venu sur son territoire pour observer les problèmes de sécurité et trouver des solutions ensemble. Je n'en connais pas d'autres que Grégory Doucet. À partir d'un certain moment, effectivement, Gérald Darmanin peut effectivement être un peu excédé de cette attitude. Je le comprends tout à fait, je suis d'ailleurs dans la même disposition. Projetons-nous un tout petit peu sur 2023. Ça va commencer à l'Assemblée assez fort dès mardi prochain, puisque la Première ministre va présenter le projet de réforme des retraites. Il risque d'occuper un petit peu l'actualité parlementaire. Quand on regarde les sondages d'opinion parus dans la presse ces dernières semaines, ils sont assez défavorables. Une très grande majorité des Français s'opposent à cette réforme. Il n'y a que 9% des Français qui sont d'accord avec l'idée de prolonger jusqu'à 65 ans, comme vous le souhaitez. Et au contraire, même dans le sondage publié dans Politis en début d'année, on est à plus de 60% des Français qui aimeraient un retour à 60 ans. Alors, cette réforme, elle est nécessaire. Je crois qu'il faut qu'on continue la pédagogie parce qu'on a un certain nombre d'oppositions qui tournent les chiffres dans tous les sens et qui voudraient faire croire aux Français qu'on n'en a pas besoin. Pourquoi elle est nécessaire, cette réforme? Pour conserver notre système de retraite, que les Français d'ailleurs connaissent assez mal. Moi, je parlais l'autre jour avec un jeune qui vient de commencer à travailler, qui donc a observé les cotisations sur sa feuille. Vous êtes un peu seul à dire que c'est nécessaire. Je veux dire que non, on n'est pas seul à dire que c'est nécessaire. Il y a des habitants qui ne veulent pas travailler jusqu'à 65 ans, mais qui comprennent qu'il faut garder notre système de retraite. Je pense que tout le monde veut garder notre système de retraite, et si possible, après nous. Enfin, moi, aujourd'hui, je cotise pour les retraités d'aujourd'hui. J'espère que demain, les jeunes cotiseront pour ma retraite à moi. Il faut pour cela que le système soit supportable. Or, ce qui est indéniable, c'est les courbes d'évolution du nombre d'actifs et du nombre de retraités. Et cette courbe, elle va pas dans le bon sens. On a de moins en moins d'actifs pour un retraité. On était, je crois, dans les années 2000, à peu près 2,83 actifs pour un retraité. On est dès aujourd'hui à peu près 2,5 actifs pour un retraité, et en 2030, on sera à 2 actifs pour un retraité. C'est un sujet qui a été beaucoup débattu ces dernières années, et vous continuez de dire ce qu'il faut faire, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire vous considérez que les Français ne comprennent pas la réalité de la situation des retraites, non, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, il y en a qui le savent pas. Non, alors moi d'abord, je n'ai pas ce genre de propos sur les Français, mais je constate, l'autre jour j'étais avec un jeune qui pense que lorsqu'il cotise pour la retraite, c'est pour la sienne.
Non, ces cotisations qu'ils versent aujourd'hui, c'est pour payer les retraites des retraités d'aujourd'hui. Et nous, il nous faut garder cette retraite de solidarité. En fait, c'est de la solidarité intergénérationnelle, mais pour ça, il faut que ce soit supportable, il faut que les cotisations ne soient pas trop élevées. Pour vous, si les et nous ne Français voulons sont pas, contre la réforme que vous proposez, nous ne voulons pas augmenter les cotisations, il faut que les retraites soient dignes, nous voulons augmenter les retraites, et donc nous demandons effectivement à chacun un effort qui est celui de travailler un peu plus, sachant qu'aujourd'hui, la moyenne de départ à la retraite est déjà largement au-dessus de 60 ans, même au-dessus de 62 ans, avec la durée de cotisation. Donc moi, j'entends les gens qui me disent « je ne veux pas travailler jusqu'à 65 ans », mais j'entends aussi les gens qui disent « effectivement, j'aimerais partir plus tôt, mais je comprends que ce soit utile ». Et donc, dans ce que vous dites, si les Français sont contre, c'est parce qu'ils sont mal informés. Non, c'est parce qu'ils préféraient, je crois, ne pas travailler, mais pas tous. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui continuent bien au-delà de l'âge de la retraite. Moi, je suis pour qu'on aménage en fait le départ à la retraite. Je défends notamment l'extension de la retraite progressive. Je pense que c'est un dispositif tout à fait intéressant pour pouvoir partir doucement en retraite, travailler un peu plus, faire les tuilages avec les jeunes générations. Donc ça, c'est un sujet que nous allons travailler. Il y a le sujet de la pénibilité, parce que je pense que si on disait aux Français qu'ils seraient en excellente santé à 65 ans, ils auraient peut-être moins peur de partir à la retraite à cet âge-là. Je pense que le vrai sujet, c'est le vieillissement en bonne santé. Notre espérance de vie augmente, notre espérance de vie en bonne santé augmente aussi, mais pas pour tous de la même façon. Et donc, ce qui est très important, c'est de traiter à la fois la pénibilité au travail, la prévention, pour que chacun puisse poursuivre sa carrière, si possible, en meilleure santé possible. Et là, je pense que ils ne percevront pas le départ à la retraite de la même façon. Dernière question, le même jour qu'Elisabeth Borne présentera le projet de retraite, il y aura le premier vote à l'Assemblée sur la loi ENR. On sait que sur ce projet... Le vote solennel, oui. Vous avez besoin d'une attitude positive de la gauche, il y a au moins des abstentions. Est-ce que faire cette annonce le même jour que ce vote, c'est pas prendre le risque de sacrifier la loi ENR? Alors, notre calendrier à l'Assemblée nationale, il est fait à l'avance. Il n'est pas toujours calé sur le calendrier des annonces gouvernementales. La loi d'accélération des énergies renouvelables, en fait, ça a été la loi qui nous a occupé toute la fin d'année 2022. Et le vote solennel, il intervient une semaine après. La période des fêtes est passée et il doit donc intervenir mardi 10. C'est ainsi qu'est fait le calendrier. Moi, je n'ai pas pensé à cette concomitance. On a passé des heures et des heures sur cette loi. C'est une belle loi pour accélérer la production d'énergie renouvelable. C'est le premier volet, en fait, de notre travail sur la souveraineté énergétique de la France. Les énergies renouvelables, on doit en faire beaucoup plus. Donc, c'est l'objet de cette loi, de permettre le développement. Les écologistes ont annoncé qu'ils s'abstiendraient. Voilà, parce qu'ils estiment qu'il y a un manque d'ambition, un manque de moyens, un manque de clarté sur la manière de mettre en œuvre. Ils ont dit. Mais vous savez, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, en fait, à la majorité, on a l'habitude de voir certains qui nous disent qu'on n'en fait pas assez et d'autres qui nous disent qu'on en fait trop. Nous, on essaye de trouver le juste milieu pour aller le plus vite possible dans la limite, bien sûr, du droit et de ce qui est acceptable par les Français. Anne Brunira, je vous remercie. Et puis merci. Moi, je vous dis à lundi. Et bonne année. Et bonne année à vous. Et je lui dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.